Mon père annule nos cadeaux pour problème de budget, mais mes neveux ont tout eu. J'ai donc offert Courchevel à mes enfants. À ma famille choquée qui a vu les photos, j'ai servi leur propre excuse. Maman a appelé, furieuse. Je fixais mon téléphone, lisant et relisant le SMS en espérant que les mots se réorganiseraient d'une manière ou d'une autre pour former quelque chose de moins dévastateur. Nous annulons les cadeaux de Noël de tes enfants, problème de budget, avait écrit mon père, 3 semaines avant Noël. Léa, ma fille de 8 ans, était dans le salon en train de faire sa liste pour le Père Noël, écrivant soigneusement chaque article de sa plus belle écriture cursive. Théo, mon fils de 6 ans, décomptait les jours sur son calendrier de l'Avent fait maison, barrant chaque case avec une excitation pure. Il croyait en la magie du matin de Noël, en la possibilité que les rêves puissent être emballés dans du papier coloré sous un sapin scintillant. Le lendemain matin, je me suis rendu chez mes parents dans la banlieue de Lyon, déterminé à avoir une conversation rationnelle sur cette crise financière soudaine. Peut-être pourrions-nous trouver une solution, un compromis qui ne briserait pas le cœur de mes enfants. En montant l'allée familière en briques, j'ai remarqué plusieurs cartons de livraison empilés près de la porte d'entrée. Ma mère, Hélène, a répondu à la sonnette avec une expression qui est immédiatement passée de la surprise à la culpabilité. Elle est rapidement sortie, tirant la porte presque fermée derrière elle. « Delphine, ma chérie, qu'est-ce qui t'amène si tôt ? Nous devons parler de Noël, maman. » Le SMS de papa hier m'a prise au dépourvu. Elle tripotait son alliance, évitant mon regard. « Oh, ça ! Eh bien, tu sais à quel point l'argent est serré ces derniers temps. Je peux entrer ? Il gèle dehors. » Hélène a hésité avant de s'écarter. En entrant dans le salon, j'ai repéré ce qu'elle avait essayé de cacher. Des sacs de la Fnac, de l'Apple Store et de Courir étaient éparpillés sur la table basse. Des articles coûteux étaient partiellement visibles, le coin d'une boîte d'iPad, des baskets de marque encore dans leur papier de soie et un emballage d'Apple Watch. « Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça ? » Oh, ce sont juste quelques affaires pour les enfants de marque. Des choses essentielles, vraiment. J'ai ramassé la boîte de l'iPad, lisant l'étiquette de prix encore attachée. 799 € pour mon neveu de 10 ans, Brice. L'Apple Watch était pour ma nièce de 12 ans, Stéphanie. Les baskets de marque étaient des Jordan, vendues à plus de 200 €. Des choses essentielles. Ça coûte plus cher que ce que je dépense en courses en 3 mois. Mon père, Hervé, est sorti de la cuisine, une tasse de café à la main. Son expression s'est durcie en me voyant examiner les achats. « Delphine, pose ça. Ça ne te regarde pas. » « Ça ne me regarde pas ? Vous venez d'annuler Noël pour mes enfants pour des problèmes de budget, mais vous pouvez vous permettre de dépenser des milliers d'euros pour les enfants de marque. » Hervé a posé sa tasse avec plus de force que nécessaire. La situation de Marc est différente. Il a des difficultés financières avec son nouveau travail à Marseille. Ses enfants ont besoin de ces choses pour l'école, pour s'intégrer avec leurs camarades. Et mes enfants ne comptent pas ? Ne sois pas dramatique. Tu es stable. Tu as ton travail au cabinet dentaire. Ton travail de traiteur le week-end. Tu n'as pas besoin de notre aide. L'injustice m'a frappé comme un coup de poing. Je cumule 2 emplois pour joindre les 2 bouts après mon divorce, faisant souvent des journées de 12 heures pour nous maintenir à flot. Mon ex-mari versait une pension alimentaire minimale, et je n'avais jamais rien demandé à mes parents de plus que leur amour et leur présence dans la vie de mes enfants. Quand avez-vous décidé qu'être responsable signifiait être puni, que travailler dur signifiait que mes enfants méritaient moins ? Hélène se tordait les mains. Nous aimons tous nos petits-enfants de la même manière, mais Marc traverse une période d'adaptation si difficile. Il a déménagé à l'autre bout du pays pour cette opportunité de travail, et Stéphanie et Brice ont du mal à s'intégrer dans leur nouvelle école. Alors la solution est d'acheter leur acceptation avec des cadeaux coûteux. Tu ne comprends pas la pression que les enfants subissent de nos jours, a interjeté Hervé. Sans la bonne technologie, les bons vêtements, ils sont mis à l'écart. Nous essayons juste de les aider à réussir. Et la réussite de Léa et Théo ? Et leur bonheur ? Ils t'ont, toi. Ils vont bien. Ces 3 mots m'ont piqué plus que n'importe quelle insulte. Ils vont bien, comme si les besoins émotionnels de mes enfants étaient moins importants parce que j'étais là pour y répondre, comme si avoir un parent présent annulait en quelque sorte leur désir d'avoir des grands-parents qui se souciaient d'eux. J'ai appris que Marc les appelait chaque semaine,
partageant des histoires sur les difficultés de ses enfants, leurs besoins des derniers gadgets pour suivre sur le plan scolaire et social. Pendant ce temps, quand j'appelais pour partager les excellents résultats de Léa ou les buts de Théo au football, les conversations étaient brèves, distraites. « Combien Marc vous a-t-il emprunté ?» ai-je demandé. La mâchoire d'Hervé s'est crispée. « C'est une affaire de famille privée. Nous sommes aussi de la famille, non ? Marc nous rembourse quand il le peut. Quand vous a-t-il déjà remboursé ? » Le silence qui a suivi a répondu à ma question. Mon frère avait systématiquement drainé les ressources de mes parents tout en se positionnant comme la victime en difficulté qui méritait leur soutien. Pendant ce temps, j'avais géré tranquillement mes responsabilités sans me plaindre, ce qui me rendait apparemment moins digne de considération. La dispute s'est envenimée lorsque j'ai souligné que mes enfants attendaient Noël avec leurs grands-parents depuis des mois. Léa avait répété une chanson à leur interpréter et Théo leur avait fabriqué des décorations faites à la main en cours d'art plastique. N'ose même pas essayer de nous faire sentir coupables, a sèchement répliqué Hervé. Nous avons pris notre décision en fonction de notre situation financière. Votre situation financière qui permet d'une manière ou d'une autre des milliers d'euros d'achat de luxe. Nous ne discuterons pas plus de cela. Alors que je prenais mon sac pour partir, Hélène m'a appelé. Delphine, s'il te plaît, comprends. Nous n'essayons de blesser personne. Je me suis retourné, voyant sa détresse sincère mais aussi son refus de contester le système qui s'était installé dans notre famille. Le problème, maman, c'est que vous n'essayez pas non plus d'éviter de blesser quelqu'un. Je suis parti, ressentant un mélange complexe de trahison, de douleur et une détermination croissante. Mes enfants ne grandiraient pas en croyant que leur valeur était mesurée par la générosité sélective de leurs grands-parents. De retour à la maison, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose de plus profond se passait. Mes parents n'étaient pas riches, mais ils n'étaient pas en difficulté non plus. Mon père avait travaillé comme expert en assurance pendant 35 ans avant de prendre sa retraite, et ma mère avait été directrice d'école. Ils étaient propriétaires de leur maison, avaient une épargne retraite décente et vivaient modestement. Cette affirmation soudaine de difficultés financières ne tenait pas la route. J'ai décidé de mener mon enquête. Ma cousine Patricia travaillait comme agent de crédit au Crédit Lyonnais, la banque où mes parents avaient leur compte depuis des décennies. Nous avions toujours été proches, et quand je l'ai appelée ce soir-là, elle a pu entendre la détresse dans ma voix. « Patricia, je dois te demander quelque chose et je sais que c'est délicat. Mes parents ont-ils vraiment des difficultés financières ?» Elle est restée silencieuse un long moment. « Delphine, tu sais que je ne peux pas partager d'informations spécifiques sur les comptes, mais je peux te dire que tes parents ont récemment reçu un héritage substantiel. La succession de ta grand-tante Dorothée a été réglée le mois dernier. Je me suis souvenu de tante Dorothée, la sœur de ma grand-mère, qui avait vécu en Bretagne et était décédée plus tôt dans l'année. Elle avait été financièrement avisée, investissant dans l'immobilier et les actions tout au long de sa vie. À quel point substantiel ? Disons simplement que leurs préoccupations financières ne sont pas liées à un manque de fonds. Après avoir raccroché, je me sentais à la fois justifiée et plus confuse. Si l'argent n'était pas le vrai problème, qu'est-ce qui motivait ce favoritisme ? J'ai passé les jours suivants à observer plus attentivement la dynamique de ma famille, en prêtant attention aux conversations et aux publications sur les réseaux sociaux que j'avais précédemment ignorées. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Marc avait mené une campagne calculée pour se positionner comme le membre de la famille ayant le plus besoin de soutien. Ses publications sur Facebook étaient des histoires larmoyantes soigneusement élaborées sur les défis de la relocalisation, les difficultés pour aider ses enfants à s'adapter, la pression financière de tout recommencer dans une nouvelle ville. Il partageait des articles sur le développement de l'enfant, soulignant comment les biens matériels affectaient l'estime de soi et les performances scolaires des enfants. Pendant ce temps, son style de vie réel racontait une autre histoire. Sur le compte Instagram de sa femme, Jennifer, j'ai vu des photos de dîners coûteux dans des restaurants huppés de Marseille, un SUV de luxe récemment acheté et des photos de vacances d'un voyage à Disneyland Paris il y a à peine 2 mois. Ces affirmations de difficultés financières étaient fabriquées. Mais la découverte la plus accablante est venue d'une conversation que j'ai surprise lorsque je suis passé chez mes parents pour récupérer des décorations de Noël que j'avais stockées dans leur garage. Ma mère était au téléphone avec Marc, et je pouvais entendre sa voix à travers le haut-parleur. « Maman, je pense vraiment que tu dois arrêter d'encourager l'indépendance de Delphine, disait-il. Elle agit comme si elle n'avait pas besoin du soutien de la famille, mais ce n'est pas sain pour les enfants.
Ils passent à côté de l'apprentissage de la loyauté familiale parce qu'elle est si autosuffisante. Mais Delphine travaille si dur, a répondu Hélène. Elle ne demande jamais rien. Exactement, c'est ça le problème. Elle nous fait passer pour des mauvais en comparaison. Et honnêtement, Léa et Théo semblent aller bien. Ils ne luttent pas comme Stéphanie et Brice. Ton argent ferait une plus grande différence là où il est vraiment nécessaire. Je suis resté figé dans le garage, écoutant mon frère saper systématiquement ma relation avec nos parents tout en présentant mon autonomie comme un défaut de caractère plutôt qu'une force. Et les cadeaux de Noël pour Léa et Théo, a demandé Hélène. Maman, ils comprendront. Delphine gagne bien sa vie entre ses deux emplois. Elle peut gérer Noël toute seule. En plus, ça leur apprendra à ne pas dépendre de l'assistanat. La conversation a continué, mais j'en avais assez entendu. Marc ne recevait pas seulement un traitement préférentiel. Il travaillait activement pour s'assurer qu'il continue en me discréditant, moi et mes enfants. Cette nuit-là, après que Léa et Théo se soient couchés, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai pris une décision. Je n'affronterai plus mes parents ni n'essaierai de les faire changer d'avis. Au lieu de cela, je montrerai à mes enfants que leur valeur n'était déterminée par la reconnaissance ou le soutien de personne d'autre. J'ai commencé à chercher des alternatives de Noël, des moyens de créer des souvenirs magiques sans cadeaux coûteux. C'est alors que j'ai trouvé l'annonce de location de vacances à Courchevel. Sophie Chevalier, une cliente de mon entreprise de traiteur, possédait un chalet en montagne qu'elle louait pendant la saison de ski. Lorsque j'avais organisé la fête de remise de diplôme de sa fille, nous avions parlé de voyage en famille et elle avait mentionné le chalet en Savoie. J'ai appelé Sophie ce soir-là, expliquant ma situation sans entrer dans trop de détails sur le drame familial. Je cherche une expérience de Noël spéciale pour mes enfants. Quelque chose dont ils se souviendront pour toujours. Au Delphine, j'ai la solution parfaite. Mon chalet à Courchevel est disponible la semaine de Noël. Les locataires d'origine ont dû annuler et j'essayais de trouver une famille qui l'apprécierait vraiment. Je peux vous offrir une réduction importante. Les chiffres fonctionnaient mieux que je ne l'avais espéré. Avec l'argent que j'avais économisé pour les cadeaux de Noël, plus quelques services supplémentaires que je pouvais prendre en traiteur pour des fêtes de fin d'année, je pouvais me permettre une semaine à Courchevel avec assez de reste pour des leçons de ski et des activités de montagne. Mais plus que de simplement planifier des vacances, je planifiais une déclaration. Je documenterai chaque moment de la joie de mes enfants. Leur émerveillement devant les montagnes. Leur excitation face aux nouvelles aventures. Je leur montrerai que l'amour crée des opportunités, que la créativité et la détermination comptent plus que l'approbation de quiconque. En m'endormant cette nuit-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois, l'anticipation. Noël n'était pas annulé pour mes enfants. Il ne faisait que commencer. Les semaines précédant Noël sont devenues un équilibre délicat de secrets et de préparation. J'ai travaillé sur des événements de traiteurs supplémentaires, y compris une fête d'entreprise et 3 dîners privés, gagnant assez pour améliorer notre expérience à Courchevel au-delà d'un hébergement de base. Léa et Théo ont remarqué mon énergie accrue mais l'ont attribuée à l'excitation habituelle de Noël. Le matin de Noël, après qu'ils aient ouvert leurs modestes cadeaux à la maison, quelques livres et petits jouets qui ont rempli notre salon d'un bonheur sincère, je les ai assis pour l'annonce surprise. Préparez vos vêtements d'hiver, leur ai-je dit, à peine capable de contenir ma propre excitation. Nous partons à l'aventure. Le trajet vers Courchevel fut rempli de leurs questions et de leur anticipation croissante. Quand nous sommes arrivés au chalet de Sophie, une magnifique maison à ossature bois surplombant des sommets enneigés, les deux enfants ont pressé leur visage contre les vitres de la voiture avec émerveillement. « Maman, c'est vraiment ici qu'on va rester » a chuchoté Léa. Pour toute la semaine, ai-je confirmé, regardant la bouche de Théo s'ouvrir en grand. Le chalet dépassait toutes les attentes. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue sur les montagnes, une cheminée en pierre dominait le salon et la cuisine était équipée pour la haute gastronomie. À l'étage, Léa et Théo avaient chacun leur propre chambre avec vue sur les pistes de ski. Notre premier jour comprenait des leçons de ski professionnelles à Méribel. Les deux enfants étaient des athlètes naturels et, l'après-midi, ils naviguaient sur les pistes pour débutants avec une confiance croissante. Leur instructeur, Jacques, était un étudiant de la Côte d'Azur qui rendait l'apprentissage amusant avec des jeux et des encouragements. « Vos enfants ont une super attitude », m'a-t-il dit pendant une pause. Ils n'ont pas peur de tomber et ils célèbrent les succès de l'autre. C'est rare. Ce soir-là,
nous avons vécu notre première aventure culinaire en montagne dans un restaurant d'altitude accessible uniquement par télécabine. Léa et Théo étaient fascinés par la montée en cabine, regardant les lumières de la station se répandre sous nous. Le dîner comprenait des médaillons de cerf pour moi et des coquillettes au fromage pour eux, le tout entouré de vues panoramiques sur les montagnes. J'ai tout documenté, leurs visages pendant le trajet en télécabine, leurs expressions concentrées en apprenant à skier, leur rire en construisant des bonshommes de neige devant notre chalet. Chaque photo capturait une joie authentique, celle qui vient des nouvelles expériences et de la complicité familiale. Le deuxième jour, en nous relaxant au grand bain du Monetier, nous avons rencontré une autre famille qui allait complètement changer notre trajectoire. Amandine Richard, une chef célèbre que je reconnaissais des émissions de cuisine, était en vacances avec son mari et son fils de 8 ans, David. David avait fait une petite chute sur les pistes et se sentait découragé à propos du ski. Théo, toujours empathique, a commencé à partager ses propres histoires de chute et à encourager David à réessayer. Hier, je suis tombé 17 fois, a annoncé fièrement Théo, mais Jacques dit que tomber, ça veut dire qu'on apprend. Léa s'est jointe à la conversation, démontrant les techniques d'équilibre qu'elle avait apprises, et en 1 heure, David était impatient de retourner sur la montagne. Amandine a observé cette interaction avec une appréciation croissante pour la gentillesse et la résilience de mes enfants. Vos enfants sont remarquables, m'a-t-elle dit alors que nous nous détendions dans les bassins minéraux. David boudait à propos de sa chute toute la matinée et ils ont complètement changé son attitude. Quand Amandine a appris notre aventure de Noël et la planification qui y avait mené, elle a été touchée par notre histoire. Cela vous dérangerait-il si j'invitais votre famille à dîner demain soir? Je connais un endroit au sommet de la Solire qui est vraiment spécial. Ce dîner est devenu le point culminant de notre voyage. Amandine a organisé notre repas au bistrot alpin Ciel Neuf, accessible uniquement en dameuse. Le trajet sur la montagne dans cet énorme véhicule a ravi les enfants, et le restaurant lui-même semblait sorti d'un conte de fées, perché au milieu des sommets enneigés. Pendant le dîner, Amandine a partagé des histoires de ses voyages culinaires et les enfants buvaient ses paroles. Quand elle a proposé de les laisser l'aider pour une démonstration de cuisine qu'elle filmait le lendemain, ils pouvaient à peine contenir leur excitation. Tu crées des souvenirs incroyables pour eux, m'a dit Amandine à voix basse pendant que les enfants jouaient dans la zone d'observation du restaurant. Ils se souviendront de ce voyage pour toujours, mais plus important encore, ils se souviendront à quel point tu les as fait se sentir spéciaux. Ces mots m'ont mis les larmes aux yeux. Ce voyage ne consistait pas seulement à échapper au drame familial, il s'agissait de montrer à Léa et Théo qu'ils méritaient des expériences extraordinaires. La démonstration de cuisine est devenue une autre expérience magique. Amandine filmait du contenu pour son émission de voyage et elle a présenté Léa et Théo comme des chefs juniors invités, leur apprenant à préparer des plats d'inspiration savoyarde pendant que les caméras tournaient. Ils portaient des toques et des tabliers de chefs professionnels, se concentrant sérieusement sur leurs techniques de couteau et d'assaisonnement. Voici mes nouveaux sous-chefs, a annoncé Amandine à son équipe de production. Ce sont des talents naturels en cuisine. Au fil de la semaine, les publications d'Amandine sur les réseaux sociaux mettant en vedette notre famille ont commencé à attirer une attention considérable. Ses abonnés étaient charmés par l'enthousiasme de Léa et Théo et impressionnés par l'aventure que nous avions créée. Les commentaires affluaient, louant les mères célibataires qui privilégiaient les expériences aux biens matériels. Lors de notre dernier jour à Courchevel, Amandine a insisté pour organiser une séance photo professionnelle avec un photographe spécialisé dans les portraits de famille en montagne. La séance a eu lieu au lac Blanc face au Mont Blanc, l'un des endroits les plus photographiés des Alpes, avec les sommets emblématiques se reflétant dans le lac alpin. Les photos qui en ont résulté étaient à couper le souffle, Léa et Théo riant dans la neige, nous trois posant devant le décor montagneux, des clichés spontanés d'eux explorant le paysage hivernal. Ce n'était pas seulement des photos de vacances. C'était la documentation artistique d'une aventure familiale parfaite. Alors que nous faisions nos valises pour quitter Courchevel, j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Mes enfants avaient vécu l'émerveillement, l'aventure et un luxe que la plupart des adultes ne connaissent jamais. Ils avaient appris à skier, s'étaient fait de nouveaux amis, avaient goûté à la cuisine gastronomique et découvert que le monde était plein de possibilités. Plus important encore, ils avaient appris que leur mère déplacerait des montagnes pour assurer leur bonheur et que l'amour exprimé par la créativité et la détermination était plus précieux que n'importe quel cadeau acheté en magasin. Sur le chemin du retour vers Lyon, Léa s'est endormie en serrant son certificat de chef junior d'Amandine, tandis que Théo organisait soigneusement les photos de notre séance professionnelle.
Ils avaient déjà commencé à planifier ce qu'ils raconteraient à leurs amis à l'école sur leur aventure de Noël. J'avais hâte de partager nos expériences avec le monde, de montrer à tous que les problèmes de budget n'avaient pas à limiter les rêves, seulement la créativité. De retour à Lyon, j'ai passé le jour de l'an à sélectionner et éditer soigneusement les photos de notre aventure à Courchevel. Chaque image racontait une partie de notre histoire, l'émerveillement des enfants lors de leur premier trajet en télécabine, leur détermination sur les pistes de ski, leur joie pendant la démonstration de cuisine avec Amandine Richard. J'ai rédigé des légendes qui célébraient l'aventure familiale et exprimaient ma gratitude pour l'expérience incroyable que nous avions partagée. La réponse a été immédiate et écrasante. Des amis du travail, des voisins, des parents de l'école de Léa et Théo et des parents éloignés ont tous commenté avec enthousiasme et soutien. Beaucoup ont partagé leurs propres histoires sur la création de souvenirs spéciaux avec des budgets limités, tandis que d'autres ont loué ma créativité pour avoir planifié une alternative de Noël aussi extraordinaire. Les partages d'Amandine Richard ont amplifié notre portée de manière exponentielle. Ces 3 millions d'abonnés ont vu nos aventures en montagne, et sa légende sur les mères célibataires inspirantes qui privilégient les expériences aux attentes a résonné auprès de milliers de personnes. Des commentaires ont afflué d'inconnus du monde entier, partageant leurs propres histoires sur la manière de surmonter les défis familiaux et de créer de la magie pour leurs enfants. Mais c'est alors qu'est arrivé le commentaire qui a tout changé. Ma nièce de 12 ans, Stéphanie, en parcourant les réseaux sociaux sur son nouvel iPad, a découvert les publications virales sur notre voyage à Courchevel. Son commentaire innocent est apparu sous le post le plus populaire d'Amandine. Ça a l'air incroyable, Tati Delphine. Pourquoi tu ne nous as pas invités? On aurait adoré venir skier. Sa question publique, visible par les millions d'abonnés d'Amandine, est restée là comme un projecteur sur la dynamique de notre famille. J'ai fixé l'écran de mon téléphone, réfléchissant soigneusement à ma réponse. Je pouvais esquiver, trouver des excuses ou essayer de protéger l'intimité de la famille. Au lieu de cela, j'ai choisi l'honnêteté, enrobée dans le même langage que mon père avait utilisé avec moi. Problème de budget, ma chérie. Peut-être la prochaine fois. La réaction a été rapide et décisive. En quelques heures, mon commentaire a reçu des centaines de j'aime et des dizaines de réponses de soutien. Des inconnus ont loué ma grâce sous pression, beaucoup commentant qu'ils comprenaient le sens plus profond de mes mots. Certains ont partagé leurs propres expériences de favoritisme familial, tandis que d'autres ont applaudi ma décision de créer un bonheur indépendant plutôt que d'attendre l'approbation des autres. Marc a découvert l'échange ce soir-là et a immédiatement appelé nos parents, furieux. J'ai appris sa réaction lorsque ma mère m'a appelé à 8 heures. Sa voix tremblait d'émotion. « Delphine, comment as-tu pu nous faire ça? Tout le monde parle de nos affaires de famille. Tu nous as ridiculisés devant des milliers de personnes. » Maman, j'ai posté des photos de vacances et répondu à une question de ma nièce. Je n'ai jamais mentionné papa ou toi spécifiquement. Mais les gens comprennent. Ils font le lien entre son commentaire et ta réponse. Marc est furieux. Il dit que tu as embarrassé toute notre famille. Et comment exactement vous ai-je embarrassé? Il y a eu une longue pause. Eh bien, on dirait que nous faisons du favoritisme avec nos petits-enfants. N'est-ce pas le cas? Une autre pause, plus longue cette fois. C'est compliqué, Delphine. Tu ne comprendrais pas. Mon père a pris le téléphone. Sa voix était tendue de colère. Retire ces publications immédiatement et excuse-toi publiquement pour tout malentendu. Je ne retire rien, papa. Ces publications documentent le bonheur de mes enfants. Elles montrent Léa et Théo s'amusant comme jamais. Pourquoi retirerais-je cela? Parce que tu donnes l'impression que notre famille est dysfonctionnelle. Je n'ai rien fait paraître d'une manière particulière. J'ai partagé des photos de vacances en famille. Si cela crée une impression peu flatteuse de vos choix, peut-être devriez-vous examiner vos choix, pas blâmer ma documentation de ceux-ci. La conversation s'est rapidement envenimée. Hervé m'a accusé de chercher l'attention et d'exploiter mes enfants pour la célébrité sur les réseaux sociaux. Il a prétendu que j'étais vindicative et égoïste, utilisant le Noël de mes enfants pour blesser le reste de la famille. La seule chose dont je suis coupable, lui ai-je dit, c'est de refuser de laisser vos décisions gâcher les vacances de mes enfants. Ils méritaient un Noël magique et je me suis assuré qu'ils en aient un. Tu es dramatique. Nous aurions trouvé quelque chose pour Léa et Théo. Quand? Après que les enfants de Marc aient fini d'ouvrir leur iPad et leurs chaussures de marque.
Hélène a repris le téléphone, pleurant maintenant. S'il te plaît, Delphine, Marc menace de retourner vivre à Lille si ça ne se résout pas. Il dit que nous avons perdu le contrôle de notre famille, qu'il ne peut pas nous faire confiance pour gérer les situations de manière appropriée. Donc il utilise vos petits-enfants comme moyen de pression et ça ne vous dérange pas. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle il est. Ce que je comprends, c'est qu'il vous manipule et que vous le laissez faire. Mais je ne fais plus partie de cette dynamique. J'ai raccroché, me sentant secoué mais résolu. En 1 heure, mon téléphone a vibré avec des SMS de membres de la famille élargie dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Ma tante Suzanne, la sœur de mon père, a écrit « Enfin quelqu'un dénonce le favoritisme. Marc emprunte de l'argent à tout le monde dans la famille et ne le rembourse jamais. Bravo à toi de t'être défendu. » Mon cousin Robert a partagé sa propre expérience. Marc m'a demandé 5 000 € l'année dernière pour une urgence familiale. Puis il a posté des photos d'un week-end à Monte-Carlo 2 semaines plus tard. Je suis fier de toi de ne pas être tombé dans son piège de victime. Les messages ont continué d'arriver, révélant un schéma de manipulation qui s'étendait bien au-delà de ma famille immédiate. Marc s'était positionné comme étant perpétuellement en difficulté, méritant toujours du soutien, tout en critiquant les autres d'être égoïstes ou peu sympathiques lorsqu'ils ne pouvaient pas l'aider. Ce soir-là, Amandine Richard m'a appelé personnellement. Elle avait suivi le fil de commentaires et voulait s'assurer que ma famille allait bien. Delphine, j'espère que nos publications n'ont pas créé de problème pour toi. Elles ont mis en lumière des problèmes qui existaient déjà, lui ai-je dit, mais ce n'est ni de ta faute, ni de la mienne. La réaction à ton histoire a été incroyable. 3 marques familiales différentes m'ont contacté pour savoir si tu serais intéressé par des opportunités de partenariat. Es-tu ouverte à en entendre parler? J'étais stupéfaite. Ce qui avait commencé comme des vacances de Noël s'était en quelque sorte transformé en opportunités de carrière potentielle. Je suis intéressé, mais ma priorité sera toujours de protéger mes enfants d'un drame inutile. Absolument. Ces entreprises le comprennent. Elles recherchent des ambassadeurs familiaux authentiques, pas des gens prêts à exploiter leurs enfants pour du contenu. En me couchant ce soir-là, j'ai réalisé que la colère de Marc et l'inconfort de mes parents provenaient de la même source, mon succès mettait en évidence leur dysfonctionnement. La joie de mes enfants à Courchevel contrastait fortement avec le Noël coûteux mais vide que ces enfants avaient vécu à la maison avec leurs nouveaux gadgets. J'avais involontairement démontré que l'amour, la créativité et la planification pouvaient créer des expériences plus significatives que l'argent et le favoritisme ne le pourraient jamais. Et cette vérité était apparemment très menaçante pour la dynamique familiale que Marc avait soigneusement construite. Moins d'1 semaine après les premières publications d'Amandine Richard sur notre aventure à Courchevel, ma vie a commencé à changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Aventure Famille, une entreprise d'équipement et d'expérience de plein air axée sur la famille, m'a contacté sur la recommandation d'Amandine avec une offre qui m'a laissé sans voix. Nous suivons votre histoire, a expliqué Sarah Martin, leur directrice des partenariats de Marc, lors de notre conversation téléphonique. Votre approche pour créer des expériences familiales significatives avec un budget limité correspond parfaitement à notre mission. Nous aimerions discuter d'un partenariat d'ambassadrice de Marc. Les détails étaient extraordinaires. Aventure Famille voulait mettre en vedette ma famille dans leur campagne nationale promouvant des aventures en plein air accessibles pour tous les milieux économiques. Le contrat comprenait une prime à la signature de 25 000 €, une rémunération mensuelle de 3 000 € et des pourcentages sur les ventes des produits que nous promouvrions. Plus important encore, il créerait des fonds d'études universitaires pour Léa et Théo, contribuant 500 € par mois jusqu'à leurs 18 ans. Il s'agit de narration authentique, a expliqué Sarah. Nous ne cherchons pas des familles parfaites avec des budgets illimités. Nous voulons montrer de vraies personnes créant des souvenirs extraordinaires grâce à la créativité et à la détermination. Simultanément, le magazine Famille et Montagne m'a contacté pour présenter notre histoire dans leur prochain numéro sur les parents ingénieux qui refusent de laisser les circonstances limiter leurs rêves. Le processus d'entretien a révélé à quel point notre parcours avait résonné auprès de leurs lecteurs. Votre histoire représente quelque chose de puissant, a expliqué le journaliste Michel Thomas lors de notre entretien. Vous n'avez pas attendu la permission ou le soutien des autres pour créer de la magie pour vos enfants. C'est inspirant pour des milliers de parents confrontés à des défis similaires. Pendant ce temps, le monde soigneusement construit de Marc commençait à s'effondrer de manière spectaculaire. Son employeur à Marseille avait lancé une enquête sur ses notes de frais après la découverte de divergences lors d'un audit de routine.
Les mêmes tactiques de manipulation qu'il utilisait avec la famille s'étendaient apparemment à sa vie professionnelle, où il avait gonflé les frais de déplacement et créé des dépenses de divertissement clients fictives. Son désespoir est devenu évident lorsqu'il a contacté directement Aventure Famille, tentant de saper mon opportunité de partenariat. Selon Sarah Martin, qui m'a appelé pour me prévenir, Marc s'était identifié comme mon frère et avait affirmé que je déformais notre situation familiale pour un gain financier. Il a allégué que vous exploitiez vos enfants et fabriquiez des histoires sur des conflits familiaux, m'a dit Sarah. Il semblait croire que vous discréditer lui profiterait d'une manière ou d'une autre. Quelle a été votre réponse ? Nous effectuons des vérifications d'antécédents approfondis sur tous nos ambassadeurs de marque. Non seulement ces affirmations manquaient de crédibilité, mais nos recherches ont révélé des informations sur son propre caractère qui étaient assez préoccupantes. J'ai appris que l'équipe de sécurité d'Aventure Famille avait retracé les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux concernant mon rôle de parent jusqu'à de faux comptes créés à partir des appareils de marque. Sa campagne de harcèlement a été documentée et signalée à la fois aux plateformes de médias sociaux et aux forces de l'ordre. Mais Marc n'avait pas fini. Dans un geste qui démontrait soit un désespoir complet, soit une déconnexion totale de la réalité, il a créé un stratagème élaboré pour discréditer mes opportunités de partenariat. Il a commencé à contacter les chaînes d'information locales avec des affirmations selon lesquelles j'exploitais mes enfants pour la célébrité sur les réseaux sociaux et les parrainages d'entreprises. Son plan s'est retourné contre lui de manière spectaculaire lorsque la journaliste d'investigation Jeanne Valois, de France 2, a décidé de vérifier ces allégations. Ces recherches ont révélé le schéma de manipulation familiale, ses difficultés d'emploi et la pression financière qu'il avait imposée à nos parents par des années de prêts non remboursés. Au lieu du reportage à charge que Marc avait espéré, France 2 a produit un reportage sur ma résilience et ma capacité à surmonter les défis familiaux pour créer des opportunités pour mes enfants. Le segment incluait des entretiens avec Amandine Richard, Sarah Martin d'Aventure Famille, et plusieurs autres familles qui avaient été inspirées par notre histoire pour créer leurs propres expériences d'aventure. Pendant ce chaos, mes parents ont finalement commencé à reconnaître l'étendue du comportement manipulateur de Marc. Les preuves devenaient impossibles à ignorer, ses tentatives de saboter mon succès, ses mensonges à ses employeurs, sa création de faux comptes de réseaux sociaux à des fins de harcèlement. Hervé m'a appelé après la diffusion du reportage de France 2, sa voix lourde de honte et de regret. « Delphine, nous devons parler. Vraiment parler, sans l'influence ou l'interférence de Marc. Qu'est-ce qui a changé ? Tout. Nous commençons à le voir clairement pour la première fois, et nous n'aimons pas ce que nous découvrons. Hélène a pris l'autre combiné. Nous avons été aveugles, ma chérie. Nous pensions l'aider, mais nous encouragions un comportement destructeur. Et pire, nous te punissions pour être forte et indépendante. La conversation a duré 3 heures. Ils ont révélé toute l'étendue de la manipulation de Marc, comment il les avait convaincus que me soutenir le ferait se sentir mal aimé, comment il avait tordu chaque interaction familiale pour se positionner en victime. Comment il avait systématiquement sapé ma relation avec eux tout en se présentant comme leur enfant le plus loyal. Il nous a dit que tu n'avais pas vraiment besoin du soutien de la famille parce que tu étais si autosuffisante, a admis Hervé. Il a fait passer ta force pour un défaut de caractère. Mais nous réalisons maintenant que ton indépendance est quelque chose dont il faut être fier, pas puni. Hélène a ajouté, tu as élevé des enfants incroyables tout en gérant tout toute seule. Nous aurions dû célébrer tes accomplissements, pas les prendre pour acquis. Aventure Famille a finalisé notre partenariat avec un communiqué de presse qui a attiré l'attention nationale. L'annonce me décrivait comme une mère célibataire dont l'approche créative des aventures familiales illustre l'esprit de détermination et d'amour qui anime les expériences extraordinaires. Les commandes de produits Aventure Famille ont grimpé en flèche suite à l'annonce, les clients mentionnant spécifiquement notre histoire comme source d'inspiration pour leurs achats. Le cours de l'action de l'entreprise a augmenté, et ils ont crédité notre partenariat comme un facteur important de leur succès trimestriel. L'employeur de Marc a terminé son enquête, ce qui a entraîné son licenciement immédiat et des poursuites pénales potentielles pour détournement de fonds. Sa maison à Marseille faisait face à une procédure de saisie alors que les dettes s'accumulaient sans revenu stable ni renflouement parental continu. Sa femme, Jennifer, m'a appelé en privé, s'excusant pour des années de complicité dans sa manipulation et exprimant sa gratitude que quelqu'un ait enfin exposé ses schémas destructeurs. Je vivais dans le déni de son comportement, a-t-elle admis. Te voir te défendre, toi et tes enfants, m'a inspiré à faire des changements dans ma propre vie.
Le partenariat avec Aventure Famille a été officiellement lancé avec une séance photo dans le parc national de la Vanoise, où Léa et Théo ont été présentés en train de démontrer du matériel de plein air conçu pour les jeunes aventuriers. Ils étaient des modèles naturels, leur enthousiasme et leur confiance authentique transparaissant dans chaque image. En les regardant poser avec assurance devant des décors de montagne, sachant qu'ils avaient des fonds d'études universitaires qui grandissaient et des opportunités qui s'élargissaient, j'ai ressenti un profond sentiment de justification. Le SMS de Noël sur les problèmes de budget nous avait involontairement menés à un avenir que je n'aurais jamais pu imaginer. Le printemps est arrivé avec le lancement par Aventure Famille de leur campagne publicitaire nationale. Les visages de Léa et Théo sont apparus sur des panneaux d'affichage, des pages de magazines et des publicités télévisées à travers le pays. L'initiative Les enfants méritent l'aventure promouvait des expériences familiales accessibles quelles que soient les circonstances économiques, notre histoire servant de pièce maîtresse à leur message. Le succès de la campagne a dépassé toutes les attentes. Les ventes ont augmenté de 47% au premier trimestre et Aventure Famille est devenue la marque de plein air familial à la croissance la plus rapide en France. Léa et Théo ont géré leur petite célébrité avec une maturité remarquable, comprenant que leur rôle était d'aider d'autres familles à découvrir la joie des aventures en plein air. Les invitations à des conférences ont commencé à affluer, conférences sur la parentalité, événements pour l'autonomisation des femmes et groupes de soutien pour parents seuls. Ma première grande présentation a eu lieu au Congrès national des parents seuls à Paris, où j'ai parlé à plus de 2000 participants sur le thème « Créer l'extraordinaire à partir de l'ordinaire, comment les défis familiaux deviennent des opportunités familiales ». La réponse a été écrasante. Des dizaines de parents m'ont approché par la suite, partageant leurs propres histoires de dépassement de dysfonctionnements familiaux, de limitations financières et d'attentes sociales pour créer des expériences significatives pour leurs enfants. Beaucoup avaient été inspirés par notre aventure à Courchevel pour planifier leurs propres aventures familiales à petit budget. Des agents littéraires ont commencé à me contacter pour des opportunités de mémoire. Après mûre réflexion, j'ai signé avec l'agence littéraire d'Amanda Stevens pour écrire Problème de budget, comment la trahison familiale m'a mené à la liberté. L'avance était suffisamment substantielle pour garantir l'avenir universitaire de Léa et Théo au-delà de ce qu'Aventure Famille avait déjà mis en place. Pendant ce temps, le monde de Marc s'était complètement effondré. Des poursuites pénales pour détournement de fonds ont été engagées après que les enquêteurs ont découvert qu'il avait volé plus de 50 000 € à son ancien employeur par le biais de notes de frais frauduleuses et de frais de clientèle fictifs. Ces stratagèmes élaborés comprenaient la création de faux reçus, de dîners d'affaires fictifs et de frais de déplacement gonflés qui finançaient le style de vie de sa famille, tandis que son employeur subventionnait à son insu sa tromperie. Sa femme, Jennifer, a demandé le divorce, citant la violence psychologique, la tromperie financière et des différends irréconciliables. Dans les documents judiciaires, elle a détaillé des années de manipulation, de mensonges sur les finances familiales et ses tentatives de contrôler ses relations avec la famille élargie, y compris moi. Il m'a convaincu que Delphine était jalouse de notre succès et essayait de monter la famille contre nous, a révélé Jennifer lors de notre conversation téléphonique. Je vois maintenant qu'il projetait son propre comportement sur elle. C'est lui qui manipulait les relations familiales pour un gain personnel. La procédure de divorce de Jennifer a exposé toute l'étendue de la tromperie financière de Marc. La découverte financière ordonnée par le tribunal a révélé des dettes de cartes de crédit cachées, des prêts non remboursés de plusieurs membres de la famille et un schéma de vie au-dessus de ses moyens tout en prétendant la pauvreté pour justifier la recherche de soutien auprès des autres. La révélation la plus accablante est venue lorsque les enquêteurs ont trouvé des SMS entre Marc et nos parents où il élaborait explicitement une stratégie pour limiter leur soutien financier à mes enfants afin de garantir que plus de ressources restent disponibles pour sa famille. Si vous continuez à aider Delphine, elle n'appréciera jamais ce que vous faites pour mes enfants, lisez un message. Parfois, les gens ont besoin de lutter un peu pour comprendre la valeur du soutien familial. Un autre message était encore plus manipulateur. Léa et Théo vont bien parce que Delphine les gâte. Mes enfants ont réellement besoin de votre aide pour réussir. Hervé et Hélène ont été dévastés lorsque les procureurs ont partagé ces communications lors de l'enquête. Ils ont réalisé qu'ils avaient été expertement manipulés pendant des années, Marc sapant systématiquement leur relation avec moi et mes enfants tout en se positionnant comme leur enfant le plus méritant. Mes parents ont demandé une réunion pour discuter de la reconstruction de notre relation, mais j'ai insisté sur une thérapie familiale comme condition préalable. Nous avons commencé des séances hebdomadaires avec le docteur Patricia Weber, une spécialiste du dysfonctionnement familial et des dynamiques de manipulation. Les séances de thérapie ont été douloureuses mais productives.
Hervé et Hélène ont dû faire face à des années de comportement de complaisance, de favoritisme et à leur volonté de sacrifier le bien-être émotionnel de mes enfants pour apaiser les exigences de Marc. Ils ont travaillé dur pour comprendre comment leurs actions avaient affecté Léa, Théo et moi. Nous pensions aider un enfant en difficulté, a expliqué Hervé lors d'une session. Nous ne réalisions pas que nous permettions à un manipulateur adulte tout en punissant notre fille responsable. Hélène a ajouté, « Nous avons pris ta force pour acquise. Nous avons supposé que tu n'avais pas besoin de notre soutien parce que tu gérais tout si bien. Nous n'avons pas considéré que peut-être tu gérais tout bien malgré le fait de ne pas avoir notre soutien, pas parce que tu n'en avais pas besoin. » Le docteur Weber a aidé à établir des limites claires pour reconstruire notre relation. Mes parents démontreraient leur engagement par des actions cohérentes dans le temps, pas par de grands gestes ou des cadeaux coûteux. Ils respecteraient mes décisions concernant les activités et les horaires de mes enfants sans culpabilité ni manipulation. Plus important encore, ils n'utiliseraient plus jamais leur soutien comme levier dans les conflits familiaux. Dans le cadre de leur engagement à changer, Hervé et Hélène ont créé des fonds d'études universitaires substantiels pour Léa et Théo, contribuant des montants mensuels équivalents à ce qu'ils avaient précédemment donné à Marc. Cependant, ces contributions sont venues sans condition et sans attente que leur soutien influence mes décisions parentales. Marc a été condamné à une peine de 18 mois de prison pour détournement de fonds et fraude. Lors de son audience de détermination de la peine, plusieurs victimes ont témoigné de ses tactiques de manipulation et des dommages financiers qu'il avait causés. Nos parents ont assisté à l'audience, le voyant enfin clairement sans les filtres du déni et de l'amour complaisant. Jennifer a réussi à reconstruire sa vie, poursuivant des études d'infirmière tout en conservant la garde principale de Stéphanie et Brice. Elle a développé une véritable amitié avec moi, basée sur le respect mutuel et l'expérience partagée de reconnaître et d'échapper à la manipulation de Marc. Les enfants se sont bien adaptés au divorce de leurs parents, semblant en fait soulagés que le stress domestique et l'incertitude financière aient pris fin. Stéphanie et Brice ont passé les vacances avec Jennifer et ont parfois rejoint nos aventures familiales, construisant des relations saines, libres de l'influence toxique de leur père. Aventure Famille a élargi mon rôle à celui de directrice de l'engagement familial, avec la responsabilité de développer des programmes qui aident les familles à créer des expériences significatives, quelles que soient leurs circonstances économiques. Mon salaire a dépassé tout ce que j'avais pu imaginer, offrant une sécurité financière qui m'a permis de me concentrer sur une parentalité créative plutôt que sur la survie. Léa et Théo se sont épanouis dans leurs nouvelles circonstances, mais plus important encore, ils ont développé une confiance inébranlable en leurs propres valeurs. Ils ont compris que l'amour ne se mesurait pas par les notes de frais ou les biens matériels, mais par l'engagement, la créativité et un souci sincère du bonheur et de la croissance de l'autre. Le moment le plus satisfaisant est venu à Noël l'année suivante, lorsque nous avons organisé un dîner pour notre famille reconstruite. Hervé et Hélène avaient gagné leur place à notre table grâce à une année de comportement constant et respectueux et à un effort sincère pour réparer les relations endommagées par des années de dysfonctionnement. Alors que nous étions assis autour de la table, Léa a levé son verre de cidre pétillant pour porter un toast. Je suis reconnaissante que le Noël dernier nous ait appris qui nous sommes vraiment en tant que famille, a-t-elle dit avec une sagesse au-delà de son âge. Nous avons appris que les gens qui nous aiment vraiment trouveront des moyens de le montrer, et que ceux qui ne le font pas trouveront des excuses pour ne pas le faire. Théo a ajouté, et nous avons appris que maman peut tout faire, même rendre Noël incroyable quand d'autres personnes essaient de le gâcher. Les yeux d'Hervé se sont remplis de larmes en regardant ses petits-enfants, comprenant enfin ce que ses choix lui avaient presque coûté. Je suis reconnaissant, a-t-il dit doucement, que votre mère soit assez forte pour nous pardonner et assez sage pour nous faire mériter ce pardon. 18 mois après ce SMS de Noël dévastateur, je me tenais sur une scène au Palais des Congrès de Paris, m'adressant à 5000 participants au sommet de la résilience familiale. Derrière moi, un écran géant affichait des photos de notre aventure à Courchevel, les visages joyeux de Léa et Théo sur les pistes de ski, nos portraits de famille sur fond de montagne et des clichés spontanés d'eux apprenant à cuisiner avec Amandine Richard. Problème de budget, ai-je dit au public, est devenu le catalyseur pour découvrir la véritable richesse de notre famille, notre capacité à créer de la joie ensemble, indépendamment des circonstances extérieures. La réponse du public a été tonitruante. Au cours des 18 mois écoulés depuis que notre histoire était devenue virale, j'avais reçu des dizaines de milliers de messages de familles qui avaient trouvé le courage de briser des schémas toxiques. De donner la priorité au bien-être émotionnel de leurs enfants par rapport aux attentes des autres, et de créer leur propre définition du succès et du bonheur. Mon mémoire avait fait ses débuts à la 3e place de la liste des best-sellers du New York Times,
les lecteurs louant son exploration honnête de la manipulation familiale et le courage nécessaire pour choisir le bonheur indépendant plutôt que la misère dépendante. Des éditeurs étrangers avaient acheté les droits de traduction pour 12 pays, propageant notre message de résilience et de parentalité créative à l'échelle mondiale. Aventure Famille était devenue la première marque de plein air familial en Europe, leur campagne Les enfants méritent l'aventure étant considérée comme l'une des initiatives marketing les plus réussies de l'histoire de l'industrie. Les fonds d'études de Léa et Théo avaient dépassé tout ce que j'avais rêvé, garantissant qu'ils auraient la possibilité de poursuivre leur passion sans contrainte financière. Mais la transformation la plus significative concernait nos relations familiales. Hervé et Hélène avaient terminé 2 ans de thérapie et démontré un changement authentique par un comportement constant et respectueux. Ils avaient appris à célébrer mon indépendance plutôt qu'à la prendre pour acquise, à soutenir mes décisions sans tenter de les contrôler, et à montrer leur amour par l'encouragement plutôt que par la manipulation matérielle. Marc avait purgé sa peine de prison et participait à une thérapie ordonnée par le tribunal pour troubles de la personnalité narcissique et comportement de manipulation. Sa relation avec nos parents restait limitée et supervisée, avec des limites claires concernant le soutien financier et l'implication familiale. Il reconstruisait lentement les relations avec ses enfants, mais sous la surveillance attentive de Jennifer et avec des conseils professionnels. Jennifer avait obtenu son diplôme d'infirmière avec mention et s'était établie comme une infirmière pédiatrique respectée à Marseille. Elle a développé de véritables amitiés au sein de notre famille élargie, enfin libérée des tactiques de contrôle isolantes de Marc. Ses enfants, Stéphanie et Brice, passaient les étés avec nous en Savoie, participant au camp d'aventure famille et construisant des relations saines basées sur le respect mutuel plutôt que sur la compétition matérielle. Les conférences s'étaient transformées en une organisation à but non lucratif appelée Réseau Aventure Familiale, qui fournissait des ressources et des financements aux familles monoparentales cherchant à créer des expériences significatives pour leurs enfants. Nous avions aidé plus de 3000 familles à planifier des voyages d'aventure, des randonnées locales aux échanges culturels internationaux, prouvant que des expériences extraordinaires étaient possibles, quelles que soient les circonstances économiques. Léa, maintenant âgée de 10 ans, avait découvert une passion pour les sciences de l'environnement grâce à nos aventures en plein air et prévoyait déjà d'étudier la biologie marine à l'université. Sa confiance et son empathie faisaient d'elle une leader naturelle parmi ses pairs, et elle parlait souvent lors des assemblées scolaires de l'importance de la loyauté familiale et de la résilience personnelle. Théo, maintenant âgé de 8 ans, avait développé une intelligence émotionnelle remarquable en assistant à la transformation de notre famille. Il comprenait que le comportement des gens reflétait leur caractère plutôt que sa valeur, et il abordait les relations avec des limites saines et des attentes réalistes. Le documentaire d'Aventure Famille présentant notre histoire avait remporté 3 prix de programmes familiaux et avait été traduit en 15 langues. Les recettes de la distribution internationale finançaient des programmes de bourse pour les familles confrontées à des difficultés financières, créant un héritage qui aurait un impact sur des milliers d'enfants pour les générations à venir. Mais au-delà du succès professionnel et de la sécurité financière, le résultat le plus important était la paix dans notre maison. Léa et Théo savaient qu'ils étaient aimés inconditionnellement, soutenus constamment et appréciés pour qui ils étaient, plutôt que pour ce que les autres voulaient qu'ils deviennent. Ils avaient appris que la famille signifiait des gens qui célébraient leur succès plutôt que de les diminuer, qui offraient de l'aide sans condition et qui démontraient leur amour par des actions plutôt que par de simples mots. Lors des soirées tranquilles où nous nous asseyions ensemble pour planifier notre prochaine aventure ou simplement profiter de la compagnie de l'autre, je réfléchissais souvent à ce SMS de Noël qui m'avait initialement dévasté. Problème de budget était devenu le titre de notre histoire de rédemption, la preuve que les limitations perçues pouvaient devenir des tremplins pour une transformation extraordinaire. La plus grande leçon ne concernait pas l'argent ou la dynamique familiale, mais le pouvoir de refuser de laisser le dysfonctionnement des autres définir les possibilités de vos enfants. Face au rejet, à la déception ou à la trahison, nous pouvions choisir l'amertume et la victimisation, ou nous pouvions choisir la créativité et l'indépendance. Le choix déterminait non seulement nos circonstances immédiates, mais aussi la compréhension de nos enfants de leurs propres capacités et de leurs propres valeurs. La vraie famille n'est pas définie par les liens du sang ou les obligations financières, mais par un amour sincère, un soutien constant et une croyance inébranlable dans le potentiel de chacun. Parfois, le plus grand cadeau que nous puissions offrir à nos enfants n'est pas des présents coûteux ou l'approbation des autres, mais l'exemple de se défendre avec dignité et de créer notre propre bonheur par la détermination et l'amour. Quand les gens vous montrent qui ils sont par leurs actions, croyez-les du premier coup, mais ne laissez jamais leurs limites définir votre potentiel ou l'avenir de vos enfants. Parfois, la meilleure réponse au rejet est de vivre si authentiquement et joyeusement que cela devient sa propre victoire.
Le SMS de Noël sur les problèmes de budget nous avait appris que l'amour ne peut pas être acheté, que l'aventure vient des liens familiaux plutôt que des comptes en banque, et que les expériences les plus significatives sont souvent créées par la créativité plutôt que par l'argent. Plus important encore, il a montré à Léa et Théo qu'il valait la peine de se battre pour eux, d'être protégés et d'être célébrés chaque jour. Alors que je les mettais au lit ce soir-là après le sommet de Paris, Théo m'a regardé avec ses yeux sages de 8 ans et a dit « Maman, je suis content que papy ait envoyé ce méchant SMS à propos de Noël. » Pourquoi ça, mon grand? Parce que ça nous a aidé à découvrir à quel point nous sommes forts ensemble. Léa a hoché la tête en signe d'accord. Et ça nous a appris que les meilleures aventures se produisent quand on croit en nous-mêmes au lieu d'attendre que les autres croient en nous. En regardant leurs visages confiants et heureux, je savais que, quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble avec créativité, détermination et un amour inébranlable. Les problèmes de budget qui avaient menacé de gâcher Noël avaient au contraire révélé les véritables trésors de notre famille, la résilience, l'indépendance et le courage de créer notre propre magie. Так, у меня бонусы есть. 54 бонуса надо сейчас использовать. 54 бонуса есть у меня сейчас появились. Сейчас я их тоже буду использовать. А, нет, 0 бонусов. Блять, сука. Бля, ебаный мойка. Я в рот ебал эту мойку. Я в рот эту мойку ебал, блядь. Просто хуета, а не мойка ебаная, блядь. 200 рублей за 2 минуты у меня ушло. Просто 200 рублей за 2 минуты у меня ушло, блядь. Это пиздец. Просто 2 минуты за 2 минуты, блядь, 200 рублей. У меня еще 254 рублей я отдал, блядь. Это пиздец, кончена мойка. Чтобы я еще раз сюда приехал, блядь. Сука. Просто хуета, а не мойка. Реально самая хуевая мойка, которую я видел. Самая дорогая хуя. Это дорого, пацаны, это дорого. Это реально дорого, без шуток говорю. 250 рублей за 2-3 минуты, это очень дорого. Это очень дорого, пацаны, без шуток вам говорю. Реально дорого. Я вам без прикола говорю сейчас. Я что, ничего не забыл? Откуда, блядь, ни одной машины не было. Сейчас 2 машины стоят на улице в очереди. 500 рублей на робот-мойке лучше моет. Вы что, думаете, сейчас на робот-мойку лучше заехать, нет? Еще раз, типа, на всякий случай. Че, может, на робот-мойку еще сейчас заедем или что? Если за 500 рублей он хорошо моет. Там вроде днище тоже моется на мойке. Мне бы днище после зимы помыть. Да, сейчас я тогда погуглю, где робот-мойка находится. Блядь, наебали меня на 200 рублей, конечно, сейчас здраво, блядь, сука. Начислены бонусы 60 рублей? Блядь, вернуться может. Мне 60 рублей начислили. Может реально вернуться сейчас? Ай, сука, похуй. Сейчас робот-мойку найду. А где остановиться можно тут? Так, робот-мойка. Сейчас посмотрим. Бля, 60 бонусов дали. Так, робот-мойка. Так, рядом со мной робот-мойка. Надо найти. Это не робот-мойка, это не робот. Это автомойка. Так, тут нету. А как ее в поиске искать? А, вот роботизированная мойка. Так, цена. Цены нету. Сейчас до туда доедем. Минут 10 ехать. Минут 10 до робот-мойки ехать. Как раз днище после зимы помоем. После зимы надо днище мыть, пацаны. Чтобы дырок не было. Ну, чтобы кузов там не уничтожался и так далее.
Сейчас на робот-мойку заедем. Бля, а салон кто будет пылесосить? Вот салон-то надо отпылесосить как-то. Но у меня, клянусь, у меня руки замерзли. Очень сильно руки замерзли. Сейчас, подождите, я тут яму объезжаю, блин, не вижу. Так она уже тебя грязная. Так, проходи, чел. Так, ты не вытер, сразу поехал. Так сейчас я на робот-мойку заеду. А смысл вытирать? На улице дождь все равно будет. Смысл вытирать? Просто от грязи хочу машину почистить. От грязи, чтобы грязь не прилипала к кузову. Ладно, Колобок, ты тут? Колобок, ты тут? Колобок тут? Меня слышно, Колобок? Да я хотел, чтобы... А, к сожалению, да. Ну хуйня, осторожней будь, Колобок, хуйня.